Notre histoire commence 10 ans dans le futur, dans le royaume fédéral de l'Est. À cette époque, le royaume est au bord de la destruction totale, provoquée par les 5 péchés capitaux. Ces entités, dotées d'un pouvoir écrasant, déclencheront une catastrophe si terrible qu'elle changera le cours de l'histoire à jamais. Après ce cataclysme, il ne restera du royaume que des cendres et des ruines. Pour empêcher ce destin, un homme a élaboré un plan extrêmement audacieux. Sa stratégie consistait à devenir le tuteur des futurs antagonistes, en s'occupant d'eux alors qu'ils, étaient encore que des enfants. Cependant, il n'aurait jamais imaginé que cette mission se révélerait être un si grand défi. Pendant ce temps, à l'intérieur d'un somptueux manoir, les pages d'un livre se tournent. Le protagoniste révèle que dans sa vie antérieure, il était un employé exploité travaillant 78 heures par semaine, et qu'il s'est maintenant réincarné dans une famille noble d'un monde fantastique. Le problème, c'est qu'il est analphabète, et ne possède aucun pouvoir particulier. Il se demande pourquoi il ne maîtrise pas automatiquement la langue de ce monde. Le majordome l'observe, et note mentalement que notre protagoniste tient le livre à l'envers. Un instant plus tard, le majordome l'informe que son repas est servi dans la salle à manger. Après un somptueux repas, le jeune homme satisfait se voit proposer un bain par une servante. Bien qu'un peu surpris au début, le protagoniste accepte rapidement sa nouvelle vie de jeune maître oisif, et gâté, au sein d'une famille riche. Se relaxant dans son bain, il se dit que c'est vraiment la vie de rêve, même s'il ignore complètement où il se trouve. La servante lui rappelle alors que les autres jeunes maîtres rentreront demain, et qu'il devrait donc se coucher tôt ce soir. Notre protagoniste est complètement déconcerté. Elle explique qu'elle parle des jeunes maîtres Léo et Antoine, et se demande pourquoi il semble si étranger à sa propre famille. En entendant le nom de famille Dubois, un sentiment de familiarité sinistre et troublant l'envahit. Dans un accès de panique soudain, il plonge la tête sous l'eau, effrayant les servantes. Submergé, il réalise soudain qu'il se trouve dans le monde du jeu Psychédélia. C'est dans Psychédélia qu'apparaissent les 5 antagonistes dont il doit empêcher l'ascension au pouvoir. Ce jeu de rôle au tour par tour était une véritable obsession pour notre protagoniste, qui y consacrait tout son temps libre. Dans le jeu, quel que soit le chemin choisi, les 5 péchés capitaux finissaient toujours par apparaître. Leur apparition annonçait la fin du royaume, de la noblesse et de toutes les cités. Et de toutes les familles nobles, la première à tomber était toujours la famille Dubois. Le fils aîné était Léo Dubois, aussi connu sous le nom de « roi des bas-fonds ». Le second fils, Antoine Dubois, était connu comme le « roi de la drogue ». Le protagoniste s'effondre, horrifié, car il ne connaît que trop bien cette famille dysfonctionnelle. Enquêter sur les sombres secrets de la maison Dubois du royaume d'Astérie était l'une des premières quêtes du jeu. Maintenant, devant le manoir, il n'en revient pas de sa malchance d'avoir atterri précisément ici. Pire encore, sa nouvelle identité est Alain Dubois, le 3e fils, et un antagoniste secondaire sans importance. Allongé sur son lit, désespéré, il supplie de pouvoir retourner à sa vie antérieure d'employé exploité. Notre protagoniste se met à pleurer, se lamentant qu'il préférerait avoir 6 mois de salaire en retard plutôt que de mourir dans 10 ans. Il se plaint aussi que les autres protagonistes reçoivent des pouvoirs, alors que lui est arrivé les mains vides. Mais soudain, un détail crucial sur sa situation vient à l'esprit d'Alain. Puisqu'il connaît l'avenir, il a le pouvoir d'empêcher la destruction du monde avant même qu'elle ne commence. Dans le but de s'assurer une vie de noble paisible, il décide de réformer les 5 péchés capitaux. L'insouciant Alain pense que ce sera facile puisqu'ils ne sont que des enfants, mais il oublie qu'il n'a aucun pouvoir. 2 mois plus tard, nous apprenons que Étienne, son ingénieur, a sauvé un groupe d'orphelins d'un laboratoire d'expérimentation humaine, exactement comme Alain le lui avait demandé. Étienne l'informe qu'il a confié la gestion de l'orphelinat à une jeune fille nommée Julie. Le jeune maître Fell éloge de son ingénieur, reconnaissant ses compétences impressionnantes. Étienne semble un peu perplexe, se demandant si le compliment est sincère, car l'expression vide d'Alain est très difficile à déchiffrer. Esquissant un sourire forcé et douloureux, le protagoniste dit qu'il a hâte de continuer à travailler avec Étienne. L'ingénieur trouve cela étrange, se souvenant à quel point son maître était autrefois expressif. Alain réalise soudain que sa conscience a pris possession du corps, mais que ses muscles faciaux ne se sont pas encore adaptés, l'empêchant de sourire naturellement. Quoi qu'il en soit, Étienne accepte le compliment, et notre protagoniste réfléchit au fait de l'avoir engagé spécifiquement pour sa loyauté sans faille. L'ingénieur demande alors si toute cette opération n'a été orchestrée que pour sauver la petite Julie. En tant qu'ancien mercenaire expérimenté, Étienne remarque que cette fille n'est pas une enfant ordinaire. Un bref retour en arrière montre le moment où il l'a découverte dans une cellule avec d'autres orphelins. Même enchaînée, la jeune fille dégageait une aura puissante, et il ne comprenait pas pourquoi elle s'est été laissée capturer. De retour au présent, Étienne s'interroge sur la décision de son maître de ne pas ramener la jeune fille au manoir. Le protagoniste sait que la laisser derrière peut sembler être de l'abandon, mais était une partie calculée de son plan. En vérité, cette fille est Julie Bludéa, une demi-humaine,
qui a pactisé avec une entité d'un autre monde pour obtenir du pouvoir, et qui deviendra le péché de la colère, parmi les 5 péchés capitaux, tuant des centaines de milliers de personnes. Cependant, Alain pense qu'une éducation paisible empêchera sa transformation en antagoniste, neutralisant ainsi une menace majeure. Maintenant, il lui suffit de trouver une excuse plausible pour son ingénieur qui attend patiemment une réponse. Le jeune maître prend un air sérieux et déclare que le moment n'est tout simplement pas encore venu. Cette réponse énigmatique laisse Étienne complètement perplexe, se demandant ce que cela pouvait bien signifier. Alain ordonne alors de clore le sujet et demande d'envoyer des fonds pour soutenir l'orphelinat. Il lui tend également une lettre, lui demandant de la donner à Julie. Et l'ingénieur demande si elle contient quelque chose d'important. Le protagoniste écarte la question, disant que c'est juste un simple mot pour prendre de ses nouvelles, ce qu'Étienne interprète comme une lettre de réconfort. Obéissant aux ordres, l'ingénieur part à cheval, tandis qu'Alain l'observe depuis la fenêtre de son bureau. Regardant par la fenêtre, le protagoniste pense que même si c'est un faible espoir, l'effort pour apaiser la jeune fille en vaut la peine. En réalité, le but de la lettre est d'utiliser une citation qu'il a entendue à plusieurs reprises dans le jeu. Était une sorte de mantra utilisé par un archevêque dans une tentative d'arrêter le péché de la colère. Tout cela s'est produit au cours du développement du personnage de la jeune fille dans le jeu Psychedelia. Cependant, dans l'intrigue du jeu, elle était déjà trop consumée par son pouvoir, rendant toute tentative de sauvetage futile. Par conséquent, tous les efforts pour la calmer ont échoué, menant à une bataille inévitable. Mais maintenant, dans cette réalité, Alain croit qu'il y a encore une chance de changer son destin. L'idée de se lier d'amitié avec un monstre grâce à une simple citation peut paraître absurde, mais il est prêt à prendre le risque. Après tout, ces êtres vénèrent des dieux d'un autre monde, et possèdent une mentalité étrange, ce qui l'amène à conclure qu'ils sont fondamentalement des fanatiques. La scène se déplace maintenant vers Julie, qui reçoit la lettre fatidique. Quand Étienne lui tend la missive, il est submergé par la quantité terrifiante et écrasante de mana de la jeune fille. Il la considère comme une enfant étrange et impassible, pendant qu'elle lit silencieusement la lettre. La jeune fille lève alors les yeux, et demande si c'est bien Maître Alain qui a envoyé ce message. Soudain, son attitude change, et elle explose de fureur, demandant pourquoi il ne veut pas d'elle à ses côtés. Étienne est absolument terrifié par la pression oppressante du mana de la jeune fille. Il réalise que libérer du mana avec une telle intensité est un exploit que seuls ceux qui ont atteint le niveau de maître peuvent accomplir. Ne sachant que dire, l'ingénieur se souvient de l'excuse que lui a fournie Alain. En bégayant, il répète les mots d'Alain, affirmant que le moment n'est pas encore venu, ce qui calme instantanément la jeune fille. La lettre contenait la phrase exacte du jeu, agissant comme un code secret entre eux. Julie serre la lettre contre sa poitrine, croyant que c'est une promesse que seul son maître peut comprendre. L'ingénieur confus pose la main sur son épée, alors que la jeune fille commence à marmonner qu'elle comprend les intentions d'Alain. Elsa élève dans les airs tandis que sa nature de Yandar se révèle. Cette fille est le péché de la colère, la fille du monstre, la reine de l'absinthe, Yvette. Pendant ce temps, de retour au manoir, notre protagoniste se repose confortablement, satisfait d'avoir gagné du temps. Il ressent une vague de motivation, et il semble que même la lune encourage son grand plan. Quelque temps plus tard, le protagoniste est dans la bibliothèque à la recherche d'indices, presque enseveli sous une pile de livres. C'est alors que l'ingénieur le trouve dans un état de frustration, et lui annonce que le deuxième enfant a été secouru. Le jeune maître demande si le garçon a été traité avec soin, et Étienne confirme qu'il a été sauvé. Étienne s'apprête à en dire plus. Mais soudain, un homme défonce la porte de la bibliothèque. C'est Antoine, le deuxième fils de la famille Dubois. Le frère aîné se moque du protagoniste parce qu'il tient un livre alors qu'il sait qu'il ne sait pas lire. Il l'attrape violemment, et lui dit de lui répondre. Notre protagoniste réfléchit à la manière dont l'Alain originel aurait réagi. Sur cette base, il décide de ne pas résister, baisse la tête et dit « Il semble que tu veuilles utiliser la bibliothèque, alors je vais partir. » Suffisant, Antoine ajoute l'insulte à l'injure en donnant un coup de pied à son jeune frère, alors qu'il est à terre. Mais sorti de nulle part, une dague fend l'air et se plante dans le mur, à quelques centimètres seulement du visage d'Antoine. Le nouveau venu ordonne à cette vermine de se taire, laissant Antoine complètement pétrifié. Voici Léo Dubois, le fils aîné, qui déclare qu'il ne veut pas voir de sang de si bonne heure, et qu'il devrait donc déguerpir. Antoine le foudroie du regard, lui disant de laisser tomber ses airs supérieurs en entrant dans la bibliothèque. Léo rétorque, lui disant qu'il empeste la drogue et qu'il ferait mieux de partir tant qu'il le peut. Le protagoniste se souvient que dans le jeu, la famille Dubois a connu une fin rapide. Cependant, leur influence était considérable. En gros, ces deux frères méprisables sont engagés dans une lutte de pouvoir acharnée pour devenir le prochain chef de famille. Pour compliquer les choses, Léo est une figure colossale de la pègre, connu comme le « roi des bas-fonds ». Antoine n'est pas en reste, dirigeant un gang et étant surnommé le « roi de la drogue ». Témoin de leur confrontation, le protagoniste bat rapidement en retraite, ne voulant rien avoir à faire avec leur folie. Avec l'aide de son ingénieur, le protagoniste décide que sa meilleure stratégie de survie est de jouer le rôle du faible incompétent. Il s'effondre sur un canapé,
complètement épuisé, tandis qu'Étienne mentionne que le deuxième enfant sauvé n'est pas non plus ordinaire. Le protagoniste reste là, apparemment perdu dans ses pensées, tandis que l'ingénieur l'observe. Cela rend Étienne extrêmement curieux, se demandant comment son maître connaît tant de sombres secrets. Remarquant la fatigue du jeune homme, l'ingénieur en conclut qu'il doit être surmené. Remarquant à quel point son maître est étrange, il confirme que l'enfant sauvé a été emmené en toute sécurité à l'orphelinat. Le protagoniste songe alors que qualifier le garçon d'anormal est un euphémisme. Il est une menace de niveau cataclysmique. Dans ce royaume, formé par une alliance de nations, le pouvoir central est le royaume de Kalien. Et le garçon qu'ils viennent de sauver du marché aux esclaves n'est autre que le deuxième grand boss du jeu, Denis Moreau. Après avoir été vendu comme esclave, le garçon a enduré d'innombrables souffrances, passant d'un maître à l'autre. Cette torture incessante l'a transformé en incarnation vivante de l'un des péchés capitaux, le péché de la paresse. Dans le futur, il est destiné à devenir incroyablement puissant, anéantissant des royaumes entiers de la manière la plus horrible qui soit. Mais contrairement à son titre, c'est un travailleur acharné, c'est pourquoi le protagoniste insiste pour le traiter avec gentillesse. Il dit alors à Étienne : « La raison pour laquelle je l'envoie à l'orphelinat est la même qu'avant, le moment n'est pas encore venu. » Dans la lettre envoyée à Julie, il a échangé des politesses et a inclus une demande spéciale. Il lui a demandé de s'occuper d'un nouvel enfant qu'il lui envoyait, qui était un peu souffrant. À l'orphelinat, nous voyons le jeune Denis seul, ostracisé par les autres enfants. À ce moment, une silhouette s'approche du garçon. C'est Julie, qui est venue le chercher. S'approchant du garçon, Julie remarque qu'il est complètement brisé et sans espoir. Elle jette un coup d'œil à ses mains, reconnaissant les marques d'un rituel sombre, cruel et puissant. La jeune fille demande alors si c'est le rituel du soleil noir, qui l'a mis dans un état aussi pitoyable. Malgré son état, elle le félicite que la grande lune l'ait choisi à travers toutes ses épreuves. Sur ce, elle l'exhorte à embrasser le pouvoir qui lui a été accordé, et à libérer son potentiel latent. Elle lui tend la main avec un sourire sinistre, promettant que s'il jure fidélité à son maître, le garçon obtiendra enfin sa vengeance tant attendue contre tous ceux qui lui ont fait du tort. Après avoir délivré le message, elle prend la lettre, et décide qu'il est temps d'envoyer sa première réponse, avec une petite salutation. Pendant ce temps, au manoir de la famille Dubois, notre protagoniste profite d'un rare moment de paix, quand l'ingénieur fait irruption, criant frénétiquement que quelque chose de terrible est arrivé. Étienne traite presque le deuxième jeune maître de déchets juste devant le protagoniste. Complètement confus, le protagoniste demande ce qui a bien pu arriver à cette ordure. Il s'avère que son frère Antoine a été retrouvé mort sur le sol du manoir. Nous assistons ensuite à l'enterrement du deuxième fils, avec très peu de personnes présentes. Leur père est là avec deux femmes qui ont l'air extrêmement ennuyées. Alain observe la scène sombre, pensant que sa famille est vraiment pourrie, tout droit sorti d'un roman de dark fantasy. En regardant le cercueil, il trouve l'histoire d'une chute accidentelle très suspecte, car ce n'est pas ainsi que cela se passait dans le jeu. Dans la chronologie du jeu, le frère aîné Léo éliminerait Antoine des années plus tard pour s'assurer le titre de comte. Lors des funérailles, Léo arbore un sourire victorieux, et le protagoniste sait immédiatement qu'il doit être le coupable. Quoi qu'il en soit, Alain ne se soucie pas particulièrement des luttes de pouvoir familial au sein du manoir. Le seul objectif qu'il doit garder à l'esprit est la vraie mission: s'occuper de la menace des 5 péchés capitaux. La scène se déplace un an plus tard. Le problème de la succession étant réglé, et Léo ayant repris le trafic de drogue, le quartier est devenu plus paisible. Nous voyons ensuite le protagoniste et son ingénieur manger des sucreries, profitant de la nouvelle paix retrouvée. Pendant ce temps, le protagoniste et Julie sont devenus correspondants, ce qui lui permet de suivre sa situation. Dans sa dernière lettre, elle partage que les enfants se portent à merveille, et il trouve ses descriptions d'eux adorables. La fin de la lettre inclut également une liste de nouveaux mécènes pour l'orphelinat. Le protagoniste remarque que la liste s'est allongée, et Étienne convient que c'est une bonne nouvelle, bien qu'étrange. L'ingénieur change alors de sujet, révélant que la Guilde des Informations a trouvé une piste dans leurs recherches. Le protagoniste pousse un soupir de soulagement, car cela signifie qu'il peut enfin localiser le 3e boss du jeu. Tout se déroule sans accroc, et notre protagoniste se prépare pour une soirée calme et paisible. La scène change, et nous voyons la silhouette d'un homme se suicider. Dans un centre de distribution de marchandises, quelques hommes commentent la générosité de leur patron Léo. Leur organisation se vante d'avoir des centaines de membres, mais soudain le chaos éclate. Les hommes de main se retrouvent contrôlés, forcés de s'attaquer eux-mêmes contre leur volonté. Les hommes crient à l'aide, impuissants à arrêter leurs propres mouvements. Le chaos continue alors que tous les membres du gang se retournent les uns contre les autres dans une frénésie brutale. Un seul survivant implore de l'aide, mais une silhouette mystérieuse observe simplement le massacre de loin. C'est le jeune Denis qui orchestre toute la scène et dirige son spectacle de marionnettes. Julie le rejoint et dit qu'elle apprécie beaucoup la performance. Denis s'interroge sur le but de tout cela, et elle lui demande en retour s'il a pitié d'eux. Denis répond « Non,
car il broyait des gens pour créer des substances illicites. Je me demande juste si cela a un rapport avec ma vengeance. Julie explique alors que tout cela sert à préparer un espace pour le retour de leur maître. Comment pourrait-il laisser cet endroit en désordre pour son arrivée? Combinant leurs pouvoirs, ils créent une source d'énergie massive à cet endroit. Les deux s'envolent alors, déclarant que tout se déroulera selon la volonté de leur maître. Dans la foulée, un immense pilier de lumière est visible à l'endroit où ils se tenaient. Le symbole de la lune bleue est gravé dans le sol alors qu'ils se déclarent être les épées du Seigneur. 2 autres années passent, et notre protagoniste est toujours correspondant avec Julie. De retour au manoir, Étienne cherche frénétiquement son jeune maître. Il le trouve dans la cour, et le protagoniste le salue avec nonchalance. L'ingénieur rapporte que le 5e et dernier enfant a été emmené en toute sécurité à l'orphelinat. Alain est soulagé, sachant qu'avec le temps, les 3 péchés capitaux restants ont également été sécurisés. Il offre à son ingénieur quelques pâtisseries, et celui-ci accepte avec gratitude en les prenant toutes. La recherche du péché de l'avarice s'est avérée difficile, mais après une année de recherche, ils ont finalement réussi. Le protagoniste dit à Étienne qu'il a fait un excellent travail, et qu'il peut maintenant se reposer car la mission de l'orphelinat est terminée. Avec la confirmation d'Alain que leur travail est terminé, l'ingénieur peut enfin pousser un soupir de soulagement. Étienne demande alors pourquoi son maître n'a pas l'air plus heureux maintenant que la mission est terminée. Le protagoniste insiste sur le fait qu'il sourit, bien que son expression perpétuellement vide suggère le contraire. Alain étire sur l'herbe. Il s'allonge en pensant que tout s'est déroulé encore mieux qu'il ne l'avait prévu. Un montage montre les boss de Psychédélia. Chacun d'eux a un passé rempli de souffrance et de chagrin. Il est clair qu'ils sont tous devenus les 5 péchés capitaux en raison de leurs histoires passées tragiques. Les chances de les sauver tous parfaitement avant que ces tragédies ne se produisent étaient presque nulles. C'est pourquoi le protagoniste a donné la priorité à leur sauvetage, avant qu'ils ne soient complètement poussés au-delà du point de non-retour. Notre garçon demande alors à l'ingénieur des nouvelles de l'orphelinat. Étienne lui tente une lettre rapportant que les enfants, qui ressemblaient autrefois à des poupées brisées, vont maintenant beaucoup mieux. En entendant cela, Alain décide qu'il ne sera pas nécessaire d'embaucher des gardiens supplémentaires. Il ne s'attendait pas à ce que Julie gère tout à l'orphelinat avec une telle compétence. C'est peut-être dû à sa personnalité dans le jeu, qui lui a donné un lien fort avec cet endroit. De ce point de vue, il réalise que Julie est en fait une bonne personne. Juste au moment où Étienne demande le contenu de la lettre, il voit que Julie a écrit que les enfants grandissent en bonne santé, et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Un sentiment de fierté envahit le protagoniste, qui en conclut qu'un environnement positif fait vraiment toute la différence. Cela pique la curiosité d'Étienne, qui demande quand il prévoit de rencontrer les enfants. Le protagoniste détourne le regard en marmonnant. « Je n'ai pas l'intention de les rencontrer un jour. Même si ce serait formidable d'être avec eux, ils n'ont pas vraiment le genre de personnalité que l'on voudrait côtoyer dans le jeu. C'est probablement parce que leur transformation en péchés capitaux était trop brutale. Maintenant ce ne serait pas si grave puisque je les ai sauvés avant qu'ils ne subissent ces événements, mais j'ai quand même peur. » Il dit alors à Étienne que peut-être dans 5 ans, il les rencontrera. Quoi qu'il en soit, le protagoniste est déterminé à apprendre à se protéger dans ce monde de dark fantasy. Heureusement, il a un don pour la magie. C'est alors que l'ingénieur lui demande s'il a entendu parler de la Lune Bleue. Alain n'a jamais entendu ce nom, alors Étienne explique que c'est un groupe spécialisé dans la chasse aux organisations criminelles. Le protagoniste pense que cela semble être une cause louable, mais il les ignore, car cela ne correspond pas à ses connaissances, prédisant qu'ils disparaîtront bientôt. Mais Étienne ajoute qu'ils ont même abattu des nobles, c'est pourquoi il pensait que son maître pourrait les connaître. Se sentant maintenant mal à l'aise, Alain demande à son ingénieur de dormir dans la chambre à côté par mesure de sécurité. Pendant ce temps, à la base de la Lune Bleue à l'intérieur de l'orphelinat, les enfants se réunissent pour leur rapport hebdomadaire. Julie pose des questions sur la région nord, et Solange, le péché de l'orgueil, confirme qu'elle s'en est occupée. Elle se vante d'avoir anéanti les trafiquants d'esclaves, sans que son identité ne soit jamais découverte. Elle bondit dans les airs en disant à la fille assise près d'elle que la tenue qu'elle a confectionnée est superbe. René, le péché de l'avarice, rapporte qu'elle s'est débarrassée de tous les corps proprement en les faisant fondre. Ensuite, un garçon confirme que la région sud a été pacifiée, et que les sites d'expérimentation humaine illégaux n'existent plus. Romain, le péché de la pureté, annonce que les salauds d'Avalon qui causaient des problèmes ont été réduits en charpie. Julie est satisfaite que tout se déroule selon la volonté de son cher maître. Elle déclare qu'ils sont la Lune Bleue, les adorateurs de la Grande Lune, qui existent pour sa gloire. Juste à ce moment, Denis annonce qu'il semble y avoir un problème. Julie le foudroie d'un regard terrifiant, demandant quel pourrait être le problème, alors que tout est parfait sous sa volonté. Denis brandit un parchemin en disant « Le chef d'Avalon n'est-il pas le fils aîné de la famille du comte, où réside notre maître ? J'ai trouvé un ordre manuscrit compromettant en nettoyant le sud. Le fils aîné du comte semble s'en prendre à la grandeur de notre maître. » Julie devient furieuse à cette nouvelle. Incapable de croire que quelqu'un ose agir contre leur maître, tous les autres membres de la Lune Bleue se tendent alors que Julie libère son aura meurtrière.
Elle découvre que Léo prévoyait d'empoisonner lentement son seigneur pour le tuer. Julie, furieuse, froisse le papier. Son côté, Yander, pleinement visible, alors qu'elle décide de leur prochaine action. La scène se déplace 2 ans plus tard. Le comte Dubois est décédé, et nous assistons à ses funérailles froides et peu fréquentées. La cause officielle de son décès est un arrêt cardiaque, bien qu'il soit évident que c'est dû à une surdose. Pendant la cérémonie, le protagoniste surprend une conversation sur une autre attaque de la Lune Bleue et est pris au dépourvu. Apparemment, le groupe a mené un raid nocturne et a complètement anéanti un autre gang. Ce dernier incident a finalement forcé les autorités et la noblesse à prendre la Lune Bleue au sérieux. Les funérailles du comte se terminent en silence, presque personne ne pleurant son décès. Après la cérémonie, le protagoniste et son ingénieur retournent au manoir. Étienne lui demande ce qu'il compte faire maintenant que son père est parti, laissant son avenir incertain. Le protagoniste commence à faire ses valises, disant à son ingénieur de faire de même, car il part immédiatement. Étienne est stupéfait par cette tournure des événements et demande s'ils abandonnent l'héritage familial. Le protagoniste précise que ce n'est pas tout à fait ça. Ils déménagent simplement dans la partie sud de leur territoire. L'ingénieur réalise soudain qu'ils partent pour le petit village de Rodmil. Le protagoniste confirme, et le duo part dans un carrosse luxueux vers leur nouvelle maison. Depuis un balcon, le frère Léo les regarde partir. Pendant ce temps dans la nouvelle maison, notre jeune homme est dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Avec une habileté surprenante, il prépare un pain perdu d'apparence délicieuse. Mais 3 jours plus tard, notre protagoniste se retrouve bientôt de retour au manoir pour d'autres funérailles, cette fois pour son frère Léo. Il n'arrive pas à croire qu'il est de retour ici, se demandant pourquoi les choses ont tant dévié par rapport au jeu. En regardant le cercueil, il apprend que la cause du décès est un coup d'eau, épée en plein cœur. Alain commence à se demander qui pourrait avoir le courage et la force de vaincre son frère. Il essaye d'interroger un garde sur l'incident, mais l'homme recule de peur. Le garde bégaie des excuses pour avoir établi un contact visuel avant que son ami ne l'entraîne au loin. Notre garçon est perplexe face aux réactions excessives de tout le monde aux funérailles. L'ingénieur Étienne s'approche, et Alain lui demande s'il a découvert quelque chose de nouveau. Mais Étienne élude la question, l'air grave, et demande si c'est le protagoniste qui a fait disparaître Avalon en une seule nuit. Alain le regarde avec incrédulité et se tourne vers les autres, l'air confus. Il détourne tous les yeux. Paniqué. L'histoire revient alors au jour où Alain est parti pour le village de Rodmil. Étienne avait demandé pourquoi il avait choisi un petit village, plutôt qu'une grande ville. Une expression sombre avait traversé le visage du jeune maître, alors qu'il expliquait à voix basse que Rodmil était la dernière pièce de son plan. Il avait détaillé comment il avait sauvé les 5 péchés capitaux de leur destin cruel et tragique. Ce faisant, il avait également empêché le futur désastreux où il détruirait le monde. Grâce à son intervention, les enfants pouvaient maintenant grandir en paix et mener une vie normale. Rodmil n'avait aucun lien avec l'histoire originale, mais abritait tout de même une villa de la famille Dubois. Cela en faisait le refuge parfait pour qu'ils puissent vivre une vie de noble tranquille et luxueuse. Le protagoniste dit à Étienne que tout a une raison d'être. Mais Étienne n'est plus aussi naïf, déclarant qu'il ne peut plus le tromper, et qu'il dit toujours ça quand il n'a pas envie de s'expliquer. Réalisant que son ingénieur est plus perspicace qu'il n'y paraît, le protagoniste tente de mettre fin à la conversation. Depuis le balcon du manoir, le frère aîné avait regardé le carrosse de son frère partir. Il avait pensé. Devrais-je le tuer ou non ? Peu importe qu'il vive ou meure. J'allais de toute façon le tuer avec du poison après la mort de père. Il a dit qu'il irait tranquillement à la frontière, alors j'ai perdu toute raison de le tuer maintenant. Il réfléchit ensuite un instant et se demande si c'est parce que les choses avec Avalon ne se sont pas bien passées. Il déclare que le garçon ne fait que l'irriter. Il appelle alors son homme de main, Armand, et lui ordonne de suivre le carrosse. Armand, le bras droit de Léo, demande si l'ordre est d'éliminer le jeune maître. Léo se retourne, surpris, ne comprenant pas la raison d'une question aussi directe. C'est déroutant car Armand est du genre à suivre tous les ordres sans poser de questions. Il ne peut pas comprendre pourquoi son subordonné le plus fidèle remet soudainement en question un ordre. Perdant patience, il aboie que son travail consiste simplement à obéir. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Armand l'attaque sans pitié. Léo est en état de choc total, incapable de traiter la trahison de son propre bras droit. L'homme de main révèle alors que, par coïncidence, il aime jouer à des jeux de guerre, notant que cela a été très amusant jusqu'à présent. Nous découvrons qu'Armand est en réalité Adrien, un membre de la Lune Bleue. Il dit à Léo : « Nous avons un credo qui nous a été enseigné par la Lune de sang. Comme la Lune Bleue est elle, épée de cet homme, il est naturel que nous agissions selon sa volonté. Mais si quelqu'un essaie de nuire à la Grande Lune, nous pouvons agir de notre propre chef. » Adrien porte le coup de grâce, et Léo s'effondre au sol. Adrien révèle qu'il attendait depuis trop d'années d'entendre ces paroles de trahison, lui donnant la justification pour agir. Léo menace que ces hommes chercheront à se venger. Mais Adrien déclare simplement : « Avec tes mots, Avalon disparaîtra de ce continent pour toujours. »
Il ajoute qu'il est dommage que la Grande Lune ait offert une chance, mais qu'elle ait été gaspillée. Depuis le toit, l'espion observe la Lune avant de partir accomplir sa mission. Le lendemain matin, le soleil se lève sur Lyon, et notre protagoniste se réveille de bonne humeur. Pour lui, ce village est un véritable paradis. Il savoure cette vie paisible, se réveillant et mangeant, quand bon lui semble. Il peut enfin profiter de la vie d'un véritable noble, avec tout le confort moderne. Il a même envisagé d'ouvrir une boulangerie, satisfait de voir à quel point cela pourrait réussir. Mais sa tranquillité est interrompue quand Étienne entre en courant avec une lettre urgente pour son maître. En lisant le message, le protagoniste laisse tomber sa tartine sous le choc. La lettre convoque Alain Dubois suite à la mort de son frère, Léo. Et c'est ainsi que le paradis de notre protagoniste n'a duré que 4 jours avant que le chaos ne le rattrape. Il retourne au manoir pour y trouver les préparatifs d'un autre enterrement. Il ne comprend pas pourquoi tout le monde agit si étrangement et avec tant de peur autour de lui. Son écuyer lui demande alors sans détour depuis quand il est devenu le seigneur des ténèbres. Essentiellement, notre jeune homme est tombé par hasard dans une boucle sans fin de malentendus bizarres. Désespéré de comprendre, le protagoniste supplie son écuyer de lui expliquer comment il est devenu le méchant. Étienne explique que, comme Léo est mort juste après leur départ, le protagoniste a un alibi parfait. Cette révélation choque le protagoniste, stupéfait par la coïncidence parfaite des événements. Et maintenant qu'Avalon est dissous, il n'y a plus personne pour contester la mort de Léo. À travers cette série d'événements, il est involontairement devenu le souverain obscur du domaine en orchestrant l'assassinat d'un maître d'armes. Le protagoniste est complètement dépassé, ne sachant pas par où commencer pour démêler ce pétrin. Il se souvient de la lune bleue et demande à Étienne s'il pourrait être derrière tout ça. Cependant, Écuyer rapporte que la Guilde des Informations trouve cela très improbable. Il explique que ce groupe ne laisse jamais de corps, mais qu'il laisse toujours une marque distinctive. En revanche, les membres d'Avalon ont tous été tués à elle, épée. Étienne déclare que la voie vers les enfers a été ouverte. Notre jeune homme comprend enfin pourquoi il est le principal suspect, et pourquoi on le croit être le seigneur des ténèbres qui a tué un maître d'armes. Il se dit alors à voix basse : « Eh bien, la lune bleue n'apparaissait pas dans le jeu. Il est impossible que ces faibles soient derrière tout ça, car ils disparaissent avant le début de l'histoire originale. Alors qui est-ce » Pendant ce temps, dans le repère de la lune bleue, Juliette demande si des traces ont été laissées. Céline confirme qu'elle n'a rien laissé, et Gaston se vante de sa propre efficacité. Denis rapporte qu'il reste 486 soldats d'Avalon. Raphaël note que c'est exactement comme Juliette l'avait prédit. Il se vante d'avoir fendu tous ses ennemis en deux. Juliette exprime sa satisfaction, déclarant le plan une réussite totale. Et c'est ainsi qu'Avalon, la gigantesque organisation qui dominait autrefois le royaume d'Astérie, a connu sa fin aux mains de la Lune Bleue. En seulement 5 jours, Avalon a été complètement anéanti, réduit en cendres. Mais Raphaël intervient en disant que le nettoyage n'est pas encore terminé, ce qui déconcerte Juliette. Il présente un document révélant que d'autres nobles ont des liens avec Avalon. Apparemment, le duc d'Altia est profondément impliqué dans leurs activités illégales. Juliette reste silencieuse un moment. Mais son expression révèle tout ce qu'elle pense. Avec un regard glacial de fureur, elle dit : « Vous savez ce que vous avez à faire. » Les autres membres de la Lune Bleue se préparent pour la prochaine purge. Raphaël dit, avec un sourire sinistre, qu'il s'en chargera discrètement. Juliette pousse alors un soupir de soulagement, satisfaite que le plan se déroule comme prévu. Elle demande si la Guilde des Informations gère l'affaire discrètement. Céline confirme qu'il n'associe en aucun cas l'incident à la Lune Bleue. Toutes les guildes attribuent le massacre à l'enfer créé par le maître d'armes. Juliette leur ordonne alors de rester vigilants, car la nouvelle ne doit jamais parvenir aux oreilles de leur maître. Denis souligne que le propre parent du maître a essayé de lui nuire, alors ils n'ont fait qu'agir en premier. Juliette lui rappelle sévèrement qu'ils sont une épée, et qu'une épée n'est pas censée penser par elle-même. La Lune Bleue ne doit bouger que sur ordre de son maître, la Grande Lune. Elle les avertit de ne jamais le décevoir, car il sait absolument tout. Denis observe Juliette en se disant : « Je ne comprends pas. Qu'une personne aussi puissante que Juliette puisse se sentir nerveuse et agitée simplement par peur être découverte. » Denis prend alors les documents, reconnaissant qu'il comprend le message et leur prochaine mission. Tout ce qu'ils font, c'est pour la Grande Lune. De retour au manoir, notre protagoniste est complètement épuisé, incapable de supporter plus de travail. Après l'enterrement, il est submergé par la paperasse et les affaires familiales pendant 1 mois entier. La chronologie du jeu ayant changé, tout le fardeau des devoirs de l'héritier lui incombe. Soudain, ses vassaux arrivent avec encore plus de piles de documents, le plongeant dans un tourbillon de désespoir. Le protagoniste ne comprend pas pourquoi tout le monde travaille si dur, alors qu'ils étaient si paresseux auparavant. Ses vassaux prennent sa frustration pour de la colère, et, par peur, décident de travailler encore plus dur. Le protagoniste se rend compte que les rumeurs selon lesquelles il est un maître chanteur impitoyable, motivent involontairement son personnel. Pendant ce temps, dans une pièce faiblement éclairée,
Étienne fait griller de la nourriture dans la cheminée. Il fait remarquer à quel point il est surpris par les progrès de son maître au cours des 2 dernières années. Le protagoniste a atteint le 2e cercle de magie en seulement 2 ans d'auto-apprentissage de la poissonnerie. Normalement, il faudrait 4 ans pour atteindre ce niveau, et seulement pour les plus doués. Le protagoniste dit nonchalamment. Je suis d'accord, mon talent est plutôt bon. Pendant ce temps, il se dit à lui-même qu'il s'est entraîné sans relâche par anxiété, et par besoin de se protéger. De plus, la technique qu'il utilise exige un contrôle du mana extrêmement précis et délicat. Cependant, il s'interroge sur l'intérêt d'avoir un pouvoir encore si faible et instable. Il n'avait jamais imaginé qu'il utiliserait réellement la magie, et l'idée initiale l'avait enthousiasmé. Il avait supposé qu'une fois son plan achevé, il serait en sécurité pour apprendre à son propre rythme. Mais la dure réalité qu'il découvre est que sa réserve de mana est ridiculement petite. Une réserve de mana est comme la constitution physique d'un athlète, un trait inné avec lequel on est, et la sienne est si petite qu'elle limite sévèrement son potentiel magique, à sa grande déception. Sa réserve de mana est si petite que même l'entraînement le plus rigoureux ne peut la compenser. Cependant, le protagoniste a un atout dans sa manche. Juste à ce moment-là, Étienne apporte une invitation pour un bal. Le protagoniste est perplexe face à l'invitation. En arrivant sur les lieux, il découvre une salle de bal somptueuse remplie de nobles qui dansent et socialisent. Le protagoniste et son écuyer apparaissent dans des tenues élégantes et remarquables. Mais le jeune maître se sent déjà épuisé rien qu'en voyant toute cette haute société. Ce bal est un rassemblement régulier pour la noblesse de la région sud du royaume d'Astérie. Comme il est sur le point de devenir le prochain comte, il décide de profiter de l'occasion pour étendre son réseau. Cependant, à sa grande surprise, tous les nobles semblent éviter activement, certains fuyant même sa présence. Notre jeune homme leur fait un signe de la main, et ils sont tous terrifiés. Complètement déconcerté, le protagoniste regarde les nobles écartés autour de lui comme s'il était porteur de la peste. Étienne réprime un rire, et essaye de rassurer son maître. Mais le protagoniste insiste sur le fait que cela ne le dérange pas du tout. Il fait ensuite un geste de la main, disant qu'il le verra plus tard. Alors que notre jeune homme avance avec grâce, il murmure « C'est exactement comme prévu. Je sais qu'il me méprise pour mon manque de raffinement. Contrairement à Thiel, époque de mon estimé arrière-grand-père. La famille Dubois actuelle est remplie de fauteurs de troubles de l'Est. Mais notre jeune homme est préparé et a un plan pour renverser la situation. Il prend un verre de vin et se prépare à déployer les compétences sociales qu'il a secrètement pratiquées. Abordant une dame, il complimente le goût unique et l'arôme distinctif du vin. Avec un léger sourire, il mentionne qu'il adorerait en acheter quelques bouteilles pour sa propre collection. Malheureusement, son sourire semble si forcé et sinistre que la pauvre femme est terrifiée. Elle le regarde avec de grands yeux, laissant presque tomber son verre de vin de pure terreur. La femme s'enfuit en panique, tout en lui assurant qu'elle parlera immédiatement à son père pour arranger l'affaire du vin. Les autres invités commencent à murmurer qu'il vient de faire chanter la femme, et qu'il est encore pire que ses frères. Un vrai monstre. Étienne en rit, et le protagoniste essaye de rationaliser la situation. Il se dit que la jeune femme était simplement très timide. Il semble que le protagoniste soit dans le déni. Un peu plus tard, Étienne rapporte que la liste de cadeaux du protagoniste s'est encore allongée. Le nouveau butin comprend un bon cheval, du thé rare, des métaux précieux et le vin en édition limitée mentionné précédemment. Il semble que le protagoniste ait approché plusieurs autres personnes et les ait également terrifiées. Il est maintenant frustré, réalisant que le nom de Dubois est encore plus tristement célèbre qu'il ne le pensait. Alimenté par les rumeurs selon lesquelles il aurait éliminé ses propres frères, il est devenu quelqu'un à éviter à tout prix. Ne voyant plus d'espoir de nouer des liens, il décide de prendre l'air pour se vider la tête. Une mystérieuse femme aux cheveux roux observe le jeune maître d'un air songeur, alors qu'il s'éloigne. Ses yeux le suivent alors qu'il se dirige vers le balcon de la salle de bal. Sur le balcon, notre protagoniste se demande où son plan parfait a mal tourné. Soudain, une voix féminine élève, lui demandant si elle peut lui parler. Il se retourne surpris, se demandant qui, parmi toutes ces personnes, oserait l'approcher. La jeune femme s'avance et se présente comme Léa, la 3e fille du duc d'Altia. Le protagoniste reconnaît immédiatement le nom, sachant que cette famille joue un rôle de méchant majeur dans le jeu. Il la salue maladroitement en pensant « la maison d'Altia », l'une des 3 grandes puissances obscures de psychédélia, connues comme les fauteurs de troubles du Nord. Il est donc impossible qu'elle soit une personne ordinaire. Mais pourquoi ne me souviens-je pas de cette fille du jeu ? Je ne crois pas qu'elle apparaisse où que ce soit. Est-il possible que cette fille vienne aussi de la Terre ? Léa va droit au but, les yeux remplis de désespoir alors qu'elle implore son aide. Elle le supplie de lui prêter sa force. Et le protagoniste la regarde avec un regard sombre et menaçant. La jeune femme révèle alors un terrible secret. Elle est sur le point d'être la cible d'un assassinat. Alain écoute attentivement alors qu'elle expose la situation précaire dans laquelle elle se trouve. Léa explique qu'en tant que fille de la maîtresse de son père, elle a toujours bénéficié de son amour et de sa protection. Mais maintenant, le duc d'Altia est gravement malade, et son bouclier contre le monde a disparu. Elle révèle que ce sont ses propres sœurs,
qui complotent pour l'éliminer, afin de s'assurer de leur héritage. Le protagoniste se rend compte que son histoire est une autre lutte acharnée pour la survie dans ce monde impitoyable. Il comprend enfin pourquoi il ne se souvient pas d'elle. Dans la chronologie originale du jeu, elle était déjà morte. Léa demande alors formellement l'aide d'Alain, mais il refuse instantanément sans même y réfléchir. Il a déjà trop de problèmes à gérer, et ne veut pas s'impliquer dans les drames d'une autre famille. Elle lui dit qu'il peut avoir la moitié de son héritage, mais il s'en va simplement. Il se dit que même s'il voulait l'aider, il lui manque le pouvoir nécessaire pour faire une différence. Il se détourne pour partir, la laissant sur le balcon face à un destin incertain. Avant de partir complètement, il soupire et se retourne. Il lui dit de manière énigmatique que de bonnes choses arriveront. En partant, il exprime silencieusement l'espoir qu'elle trouvera un allié puissant pour l'aider à survivre à la fureur de ses sœurs. De loin, une silhouette encapuchonnée observe les échanges, concluant qu'Altia a approché la grande lune. Elle envisage d'alerter la lune de sang, mais une autre silhouette encapuchonnée apparaît et l'arrête. Cette personne dit que ce ne sera pas nécessaire, car si leurs informations sont correctes, Léa est la seule Altia non affiliée à Avalon. Par conséquent, elle est la seule Altia qui ne fait pas partie des cibles de Raphaël. Denis remarque alors que cela simplifie les choses, car les autres membres de la famille Altia seront bientôt éliminés. Depuis leur perchoir au-dessus de la salle de bal, ils observent le protagoniste et prévoient d'intercepter les informations afin que l'incident d'Avalon ne lui parvienne pas. De retour au bal, le protagoniste sent un vide étrange dans la salle, comme s'il était entouré d'une barrière invisible. La femme aux cheveux roux s'approche et le salue, et pendant un instant, il ressent une lueur d'espoir de socialisation. Mais quand il se retourne, il reconnaît son visage du jeu. Et il réalise qu'elle est un autre personnage douteux. Il en conclut que quiconque engage la conversation avec lui ne peut être un noble ordinaire. Il la salue formellement par son nom, Mademoiselle Moreau, et la femme semble surprise qu'il sache qui elle est. Notre jeune homme répond avec aisance qu'elle est assez célèbre à bien des égards. L'histoire donne ensuite un résumé des 3 grandes familles antagonistes du royaume d'Astérie. Au nord se trouve la maison d'Altia. À l'est, la maison du bois, la propre famille dysfonctionnelle du protagoniste. Et à l'ouest se trouvent les fauteurs de troubles de la maison Moreau, une dangereuse famille criminelle. La femme est Camille, la fille aînée du comte Moreau, et une figure majeure de la pègre. Si les Dubois sont un gang de rue, les Moreau sont un syndicat du crime plus sophistiqué et dangereux. Le protagoniste panique intérieurement. Il voulait juste nouer quelques relations pour une vie paisible, et tout ce qu'il trouve, ce sont des ennuis. Il complimente sa beauté pour la distraire, mais la femme accepte gracieusement le compliment. Camille, avec un regard séduisant et malicieux, dit « J'aimerais vous parler davantage, qu'en dites-vous » Mais il refuse poliment. « J'adorerais, mais il y a trop d'yeux sur nous en ce moment. » Pendant ce temps, il la supplie intérieurement de le laisser partir rapidement. Camille sourit en remarquant qu'il est exactement comme les rumeurs le décrivent, un homme mystérieux. Elle lui dit au revoir, espérant qu'ils se reverront, ce qui met le protagoniste mal à l'aise. Il reste à se demander quelles sont ses intentions après cette rencontre inattendue. Les silhouettes encapuchonnées observent d'en haut, notant que l'incident d'Avalon a été contenu avec succès. Mais une nouvelle préoccupation surgit alors que Camille semble avoir déployé ses sbires pour suivre le protagoniste. La lune bleue décide alors de la surveiller de près et de l'éliminer si elle représente une menace pour leur maître. La scène change. Le protagoniste et son écuyer arrivent dans un canyon désolé, et Étienne demande s'il est sûr de lui. Une lueur d'excitation apparaît dans les yeux du protagoniste. Il a enfin trouvé son véritable objectif, le labyrinthe du Sud. Il déclare que cette fois, c'est pour de vrai, notant que l'endroit est beaucoup plus facile à trouver que dans le jeu. En fait, toute la raison de sa venue dans le Sud est le labyrinthe des murmures, un donjon secret. À l'intérieur, il faut résoudre les énigmes de 8 salles, pour recevoir un artefact inestimable comme récompense finale. Le protagoniste se souvient encore de chaque itinéraire et énigme, et il est impatient de commencer enfin à gagner en puissance. Voir l'entrée du labyrinthe en personne avec ses runes brillantes est vraiment impressionnant pour lui. Le sentiment est différent, même s'il est entré dans ce donjon d'innombrables fois dans le jeu. Il marmonne que l'intérieur du canyon semble artificiel, comme si quelqu'un l'avait délibérément construit. Étienne demande comment il connaît de tels endroits, et le protagoniste répond mystérieusement qu'il vient souvent ici. Notre jeune homme se rend alors compte de sa gaffe et dit qu'il plaisantait, et qu'il a ses propres méthodes. Voir son expression effrayante pousse Étienne à lui demander de ne pas plaisanter avec un visage aussi impassible. Plus loin dans le labyrinthe, nous voyons un dragon écrasé par la main d'un golem de pierre. Étienne prévient que la créature les écrasera s'ils ne résolvent pas correctement énigme de la salle. Le protagoniste l'observe calmement. Étienne regarde son maître, étonné de voir comment il peut rester si calme dans une situation aussi désastreuse. Étienne songe que même après 4 ans, il ne peut toujours pas comprendre son maître. Écuyer est perplexe quant à la façon dont son maître en sait autant alors qu'il n'a jamais quitté le domaine. Cependant, sa confiance en le jeune homme est absolue, car le suivre a toujours donné des résultats positifs.
Pendant ce temps, le protagoniste grimace à la vue horrible, se tordant presque le cou pour détourner le regard. Finalement, la dernière énigme est résolue, et ils entrent dans la dernière salle du labyrinthe. Le protagoniste demande à Étienne de ne prendre que l'anneau noir, laissant tous les autres trésors. Cependant, Étienne ramasse les lingots d'or et s'interroge sur la valeur de l'anneau simple. Mais le protagoniste insiste sur le fait que les autres bijoux n'attireront que des ennuis. Notre protagoniste a enfin obtenu le serment contraignant, un artefact d'une grande puissance. Il assure que le chemin du retour sera sûr, bien que son écuyer reste sceptique. Mais en sortant, il se retrouve encerclé par des golems de pierre, les anciens gardiens du labyrinthe. Étienne panique, mais se prépare immédiatement au combat, prêt à protéger son maître à tout prix. Alain, avec une détermination calme, déclare qu'il s'en chargera lui-même cette fois. Étienne tente de l'arrêter, mais Alain avance, déclarant que quoi qu'il prévoie, échapper est leur priorité absolue. Étienne crie que la magie de deuxième cercle ne suffira pas pour ce combat. Puis, tous les golems attaquent en même temps. Dans le chaos, Alain active l'anneau et invoque le serment contraignant. L'anneau se met à briller intensément, et en un clin d'œil, le temps s'arrête, et Alain est transporté ailleurs. Une voix profonde résonne dans le vide, déclarant « Ô fragment qui hérite de la grande volonté de Nyakula, énonce les 2 restrictions que tu peux promulguer. » Alain se rend compte que dans le jeu, cette partie était affichée sous forme de fenêtre de sélection. La voix communique maintenant directement avec lui. C'est la récompense pour avoir terminé le labyrinthe, le serment contraignant. Comme son nom l'indique, c'est un artefact de type absorption qui impose des restrictions à l'utilisateur en échange de pouvoir. Entendre la voix donne à Alain l'impression que ce monde est presque réel. Il commence sa déclaration. La première contrainte qu'il énonce est que dans toutes les incantations magiques, les sceaux manuels de Babylone seront absolument obligatoires. La voix lui demande ce qu'il souhaite accomplir en établissant cette règle. Alain répond qu'il désire le pouvoir de tordre un peu plus les lois du monde. La voix acquiesce et le lui accorde. Alain forme un autre sceau et déclare sa deuxième contrainte, que dans toutes les incantations magiques, seules les paroles sacrées de Babylone seront utilisées. La voix lui demande à nouveau ce qu'il cherche à obtenir, et Alain répond qu'il veut un plus grand pouvoir pour défier les lois du monde. La voix se tait. Inquiet, Alain se demande s'il a fait une erreur. Il a même imité l'icône de la compétence par précaution, choisissant à la fois les sceaux manuels et les paroles comme contraintes. Ceci offre la plus grande puissance d'attaque magique possible. Il a maîtrisé tous les signes de la main et les incantations en jouant et rejoint au jeu, donc cela doit fonctionner. Finalement, la voix retentit à nouveau, disant que son choix a été accepté. Elle l'appelle l'humain, qui se souvient des gestes et des mystères d'un dieu oublié, exprimant sa gratitude envers celui qui perpétue sa volonté. Alain se demande ce qu'elle veut dire par perpétuer sa volonté. Mais alors que la lumière de l'anneau l'enveloppe, il est absorbé dans son corps, signifiant que la restriction a fonctionné. La voix retentit une dernière fois, déclarant qu'elle veillera sur lui pour l'éternité, l'héritier de la volonté. Un instant plus tard, Alain réapparaît dans la réalité où les golems se préparent toujours à attaquer. Étienne crie un avertissement, lui rappelant que la magie de deuxième cercle ne suffira pas. Alain commence à former un sort dans sa main. L'orbe de foudre qui devrait briller intensément reste faible, même après y avoir versé tout son mana. Peu importe combien il s'est entraîné, c'est sa limite. Il est temps de tester la restriction et le prix qu'elle exige. Se concentrant profondément, Alain chante. Une puissante sphère d'énergie se forme entre ses mains. L'anneau émet une aura aveuglante, qui se propage tout autour. Technique amplifiée bleu. Technique inversée rouge. Technique imaginaire violet. Après que la technique imaginaire violette soit lancée de manière inattendue par le protagoniste, Étienne reste sous le choc, tandis qu'Alain se contente de rester là, profitant de son aura. Alors qu'ils sortent du canyon, Étienne se tourne vers Alain, l'esprit encore chamboulé par ce dont il a été témoin. Il lui demande si Alain a caché sa véritable force pendant tout ce temps. En 15 ans de mercenariat, il n'a jamais rien vu de tel. Il demande avec scepticisme s'il s'agissait bien de magie de deuxième cercle. Alain confirme que était le cas. Étienne reste sans voix. Pendant ce temps, dans ses pensées, Alain réfléchit qu'il ne le savait pas non plus. Il se souvient que ce N n'était pas aussi puissant dans le jeu, s'il se rappelle bien. Dans le système de combat au tour par tour de Psychédélia, un sort ne pouvait être amélioré qu'en utilisant un signe de la main, ou une incantation par tour. Il se dit, pourtant, cette fois, j'ai amélioré la chaîne éclair avec 4 incantations et signes de la main sur un total de 5 tours. En d'autres termes, j'ai simplement utilisé une configuration magique pour un sort de foudre à grande échelle. Mais, en plus de cela, à cause de mes restrictions, je dois utiliser des signes de la main et des incantations pour toute ma magie. Elle a dû être améliorée à plusieurs reprises. Pourtant, penser que la magie du deuxième cercle était excessive. Le résultat a largement dépassé mes attentes, me surprenant aussi. Épuisé, Étienne pousse un long soupir, enfin soulagé qu'il s'en soit sorti. S'asseyant sur le sol rocheux, il marmonne que cette épreuve était plus difficile qu'un combat. Il se demande avec frustration qui sur Terre a pu concevoir un endroit aussi tourmentant et épuisant.
Alain pense que le labyrinthe des murmures a un autre nom. Il s'est répandu dans la communauté grâce à des cartes et des guides partagés. Les gens disaient que le labyrinthe de Palaon était le même que le labyrinthe des murmures, une zone de farm de niveau intermédiaire dans le jeu. Selon le directeur, le labyrinthe avait un maître nommé Palaon. Apparemment, on disait que les joueurs pouvaient farmer à l'infini s'ils ignoraient la récompense, et à un moment donné, il a commencé à être appelé le labyrinthe de Palaon. Alain marmonne qu'il a été créé par quelqu'un nommé Palaon. Étienne, confus et faible, lui demande ce qu'il vient de dire. Alain esquive rapidement en le relevant et en disant « J'ai dit, retournons à l'Est ». Alain complimente ensuite son travail des 3 dernières semaines, et mentionne qu'il y a quelque chose qu'il veut faire à leur retour. Étienne demande ce que c'est, remarquant qu'Alain semble plus diligent qu'il ne le pensait. La nuit tombe alors que les deux continuent leur chemin. Alain soutient toujours le faible Étienne. Il se dit « Si je choisis un signe de la main qui correspond à l'attribut du sort, sa puissance augmente. Et si je choisis la bonne incantation, ses propriétés sont améliorées. » C'est ainsi que la mécanique du jeu était censée fonctionner. Mais contrairement au jeu, où le visuel restait le même et seuls les chiffres augmentaient, cette fois j'ai vraiment remarqué que le sort changeait de forme à chaque incantation. Même si ma réserve de mana peut être pathétique, peut-être que je peux voir ces changements parce que je suis exceptionnellement bon au contrôle du mana. Je devrais le tester quand mon mana se régénérera. Quoi qu'il en soit, c'est un soulagement que tout se soit bien passé. Après une longue nuit, les deux montent à cheval et commencent leur voyage de retour. Non loin de là, cachés dans l'ombre, une silhouette les observe en silence. Céline se tient sur un grand arbre, le clair de lune se reflétant dans ses yeux, les faisant briller d'une lueur éthérée. Elle saute gracieusement et se dirige vers le canyon où se trouvaient Alain et Étienne plus tôt. En arrivant, elle remarque des inscriptions étranges gravées dans la roche du canyon. Les lettres lumineuses disent « L », ère des dieux extérieurs oubliés, « L », écriture de l'Empire d'Alanef. Elle remarque alors une autre inscription qui dit « À mon ami, qui sera laissé seul », de la part du timide Palaon. L'inscription scintille d'une faible lueur alors que Céline pose sa main sur la pierre. Elle réalise quelque chose de profond. Elle murmure « Celui qui a arrêté l'invasion des choses sombres, tout en se tenant victorieux face à Alakulaka, le mangeur de cœurs de citoyens. L'empereur glorieux, Palaon le Grand. Je possède toute cette connaissance car je suis né avec la bibliothèque antique après avoir reçu une grande mission. » Elle se souvient d'Alain disant à Étienne que le labyrinthe a été créé par un certain Palaon. Céline se dit « Je savais qu'il était spécial, car la reine de sang le suivait, ce que l'on ne trouve que dans l'histoire. Mais je ne m'attendais pas à ce que la grande lune soit l'amie de Palaon. De plus, l'expression « il murmure » n'existe nulle part dans la bibliothèque antique. Que diable êtes-vous ? Céline sourit légèrement en reconnaissant que tout ce que la lune de sang avait dit était vrai. Un sentiment de culpabilité la submerge alors qu'elle admet intérieurement avoir honte d'avoir suivi les ordres aveuglément. Mais juste à ce moment-là, son attitude change. Les yeux de Céline se tournent vers Denis, sentant son arrivée. Elle prend note de sa présence et lui demande s'il a pu obtenir les informations. Denis, perché sur une branche, répond froidement qu'il n'a rien obtenu. L'homme en noir était mort. Sa tête s'est soudainement tordue en plein air, mettant fin à sa vie instantanément. L'expression d'Amélie devint grave. Elle déclara qu'elle devrait signaler cet incident pour qu'il soit traité de manière appropriée. La lune jetait une lueur pâle, alors qu'il partait. La scène se déplaça ensuite chez le comte de Bordeaux. Chloé était assise tranquillement, sirotant son thé. Ses yeux se plissèrent légèrement alors qu'elle remarquait que ce « N » était finalement pas juste une rumeur. Elle se souvint à quel point son regard était glacial et étrangement impassible. Ses yeux étaient comme un abîme. Son père lui demanda alors s'il avait vraiment dit qu'elle était célèbre. Chloé répondit « Oui, il a dit que le comte de Bordeaux était puissant et célèbre. » Son regard s'assombrit alors qu'elle disait « Cependant il m'a qualifié de célèbre, bien que je ne participe à aucune activité sociale. N'est-ce pas intéressant, père ? C'est vous le comte ici. » Chloé s'avança vers son père et, avec un sourire malicieux, claqua des doigts, le rendant inconscient et le transformant en une simple marionnette. Avec un sourire curieux, elle dit « Personne ne saura que j'ai transformé mon propre père en marionnette, pour pouvoir agir en tant que véritable chef de famille. Comment a-t-il pu s'en rendre compte ?» Elle se souvint du moment où Antoine lui avait dit qu'il y avait trop de regards braqués sur eux en ce moment. Elle était surprise qu'Antoine ait remarqué les espions qu'elle avait placés sur lui. Juste à ce moment-là, un serviteur accourut pour attirer son attention. Il l'appela Mademoiselle Chloé et lui dit de toute urgence d'aller voir sa chambre. Elle le suivit. En entrant, elle trouva l'espion mort sur le sol. Le serviteur expliqua que le sceau de plosion n'était pas activé, ce qui signifiait que l'espion n'avait probablement pas révélé de secret avant de mourir. Chloé plissa les yeux et déclara qu'il avait dû le placer intentionnellement dans sa chambre. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Elle laissa échapper un petit rire, comprenant la complexité de la situation. Elle réfléchit à la façon dont ils avaient découvert cela. Elle croisa les bras, agacée, et marmonna qu'il avait exploité une de ses grandes faiblesses dès leur première rencontre. La scène se déplace maintenant vers le domaine du duc de Lyon, dans une calèche. Léa avait l'air abattue en marmonnant.
Comme prévu, il n'est pas du genre à être sous-estimé. La sommité du monde interlope. Il a les mêmes yeux froids que mon père. Le genre de personne que je ne dois jamais me mettre à dos. Il est mon dernier recours, mais il n'acceptera pas un accord qui entraînerait une perte importante. Comme mes frères et sœurs comploteurs m'ont tout pris, mes biens et mon pouvoir, je n'ai rien. Ensuite, nous sont présentés le fils aîné, Thomas la fille aînée, Marianne la deuxième fille, Delphine, et le deuxième fils, Hugo. Léa descend de la calèche alors qu'elle se tient devant le domaine de son duc. Elle se lamente. J'ai survécu jusqu'à présent en utilisant l'amour et la pitié de mon père. Mais je ne sais pas quoi faire. Au moment où elle entre dans le manoir, les serviteurs se précipitent vers elle. Paniqués, la voix tremblante. Ils crièrent, appelant mademoiselle Léa, leur visage pâle de peur. Ils lui dirent que mademoiselle Delphine et Hugo S. étaient suicidés. Le choc se répandit sur le visage de Léa, son corps se figea d'incrédulité. Ses pensées s'emballèrent. Ces gens-là poignarderaient leur propre famille dans le dos, et pourtant ils se sont suicidés. C'est absurde. La peur s'empara de son cœur alors qu'elle s'enquérait de Thomas et Marianne. Ils allèrent vérifier, et tous furent choqués de trouver les deux frères et sœurs S, étant mutuellement transpercés le cœur avec des épées. Le corps de Léa tremblait alors que l'horreur l'envahissait. Son esprit hurlait de confusion, se demandant pourquoi et comment une telle tragédie avait pu se produire. Pendant ce temps, à l'extérieur du manoir de Lyon, on voit Adrien partir rapidement, un léger sourire aux lèvres. Il marmonne pour lui-même que les cibles ont été éliminées avec succès. Les serviteurs criaient et couraient, paniqués, tandis que l'esprit de Léa se rappelait les paroles antérieures d'Antoine, des mots qui laissaient entendre que de bonnes choses allaient bientôt se produire. Une prise de conscience la frappa. Le véritable cerveau de la famille Comtal, celui qui avait caché ses griffes et attendu le bon moment pour prendre le pouvoir, avait enfin fait son coup. C'est exactement ce qu'il voulait dire. Elle était maintenant devenue l'unique héritière de la famille ducale du jour au lendemain. Un rire amer, Saros, échappa de ses lèvres alors qu'elle se demandait avec quel genre de monstre démoniaque elle avait passé un pacte. Mais elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ceux qui le trahissaient connaissaient tous un sort terrible. Il y avait trop de précédents. Avec détermination, elle se dit qu'elle devait suivre le chemin qu'elle avait choisi, peu importe à quel point il devenait sombre. 2 mois plus tard, de retour au manoir de Marseille, le personnage principal reçoit un cadeau du duc de Lyon. En voyant le cadeau, Julien est stupéfait. C'est une bouteille de vin Cernan, d'une valeur d'une petite fortune, chaque bouteille coûtant plusieurs milliers d'euros. Il n'en revenait pas d'en tenir une entre ses mains. Alors qu'Antoine lisait la note à l'intérieur, il fut encore plus surpris de voir qu'elle disait simplement, avec mes respects, de la part de Léa de Lyon. Cela le laissa perplexe, car était Léa qui avait envoyé ce cadeau, pas son père. Il réalisa soudain que ce N était pas juste un noble essayant d'établir des liens, et il ne pouvait pas tout à fait comprendre. Au fond de lui, il ressentait une pointe de culpabilité pour ne pas avoir pu l'aider à belle époque. Il demanda rapidement au livreur s'il était sûr que ce cadeau était bien pour lui, et l'homme hocha la tête, expliquant que la duchesse elle-même l'avait préparé et avait insisté pour qu'il le lui livre personnellement. C'est là qu'il comprit. Léa était officiellement devenue la duchesse de Lyon, ce qui le surprit complètement. Quant à Léa, elle réfléchissait à la rapidité avec laquelle les 2 derniers mois étaient écoulés. Elle raconta qu'après les funérailles de son père, elle avait assumé le rôle de duchesse après la cérémonie de succession. En regardant autour de son bureau, elle se souvint qu'elle ne pouvait même pas mettre les pieds dans cette pièce à la époque. La perte de ses frères et sœurs a été si soudaine, mais elle n'a jamais été suspectée car elle avait un alibi en béton. Elle était au bal. Elle se souvint que pendant ce temps, ses frères et sœurs avaient démantelé son organisation secrète. Et à son retour au manoir, elle était sentie complètement impuissante. Mais maintenant elle réalisait que était un retournement de situation surprenant. Léa pensait qu'Antoine avait choisi le moment parfait pour éliminer ses frères et sœurs, et avait même réussi à lui fournir un alibi, ce qui lui fit penser qu'il devait avoir un QI extrêmement élevé pour concevoir un tel plan. Pour Léa, il semblait qu'Antoine avait fait semblant de ne pas être intéressé à l'aider, tout cela pour sauver les apparences lors de la fête de cette nuit-là. Alors qu'en réalité, il était occupé à régler le désordre en coulisses. Elle se demanda combien de coups d'avance il avait. Elle mentionna qu'elle ne lui avait même pas parlé des funérailles de son père, car elle ne voulait pas lui imposer un fardeau supplémentaire. Quoi qu'il en soit, Léa conclut ses pensées en se disant qu'Antoine l'avait sûrement aidé, parce qu'il avait besoin de Lyon pour une partie de son grand plan. Elle admit que même si elle avait réussi à fusionner toutes les organisations affiliées à Lyon, cela ne suffirait toujours pas à égaler le pouvoir latent que possédait Antoine. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il voulait quelque chose d'elle. Elle souligna qu'Antoine était le comte de Marseille, un acteur majeur du monde interlope, qui avait bâti son pouvoir et son influence uniquement par les affaires. Cependant, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas, mais que moi, j'avais. Et était probablement le prestige de Lyon. Léa supposa également qu'Antoine avait besoin du nom de Lyon pour continuer à manipuler la scène politique depuis l'ombre. Mais pour l'instant, elle décida de se concentrer sur ses propres tâches, sachant que son bienfaiteur la contacterait sûrement bientôt.
Sur ce, elle espérait qu'il apprécierait le petit cadeau de remerciement. De retour à notre personnage principal, le livreur partit, le laissant toujours perplexe face à tout ce qui se passait. Il réfléchit au fait que Léa était menacée de mort et que maintenant elle était la duchesse. Le personnage principal sentit que quelque chose n'allait pas. Et Julien se demanda pourquoi Antoine agissait ainsi à nouveau. Puis, nous avançons dans le temps de quelques mois, juste 5 ans avant le début de l'histoire originale, et notre garçon a considérablement grandi. Alors que Julien s'approchait de lui, il l'appela jeune maître, puis réalisa son erreur et demanda s'il devait plutôt l'appeler comte. Antoine répondit : Eh bien, techniquement, la cérémonie de succession n'a pas encore eu lieu, mais je suppose que comme elle approche, ce titre devrait convenir. Au fond de lui, notre garçon commença à se sentir un peu découragé en réalisant qu'il n'avait jamais eu l'intention de devenir comte au départ. Son plan initial était assez simple. Premièrement, éviter la guerre de succession. Deuxièmement, s'installer à Nice. Et enfin, se lancer dans une aventure culinaire. Mais il se remonta le moral en pensant que, puisqu'il était habitué à ce rôle, il pourrait en fait tirer le meilleur parti de sa noblesse, ce qui était vrai car elle, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, était bien meilleur qu'il ne l'avait jamais imaginé. Quoi qu'il en soit, Julien lui tendit une lettre en disant qu'elle venait de Juliette. Alors qu'ils entraient, Antoine demanda à Julien s'il avait trouvé quelque chose sur les assassins qui avaient pris la vie de son frère Léo, mais Julien admit qu'il n'avait aucune piste. Cependant, il encouragea le personnage principal à donner un peu plus de temps à la guilde de l'information, car ils enquêtaient toujours. Julien demanda alors à notre garçon ce qu'il comptait faire de cette information, et demanda en plaisantant s'il prévoyait de se venger. Antoine se dit que les petits changements par rapport au jeu original étaient probablement l'effet papillon causé par ses actions. Il dit donc à Julien qu'il voulait juste être préparé au cas où quelque chose arriverait. Julien le taquina en remarquant qu'il ressemblait à un vrai conte en disant cela, mais notre garçon se contenta de soupirer. En ouvrant la lettre de Juliette, il ne put s'empêcher de se demander ce qu'elle avait à partager cette fois-ci. Dans la lettre, Juliette lui donnait des nouvelles de la vie à l'orphelinat, mentionnant comment tout le monde se plongeait dans ses propres passe-temps. Elle mit en avant Mathieu, qui, selon elle, était devenu un expert en manipulation de marionnettes. Ensuite il y avait Camille, qui aimait jouer à des jeux avec ses amis. Et Amélie, qui appréciait toujours de lire tranquillement des livres, mais avait commencé à fabriquer des objets. Et Adrien qui trouvait de la joie à s'occuper de son jardin. Entendre tout cela lui mit un sourire aux lèvres. Ce rituel mensuel des échanges de lettres était devenu une habitude réconfortante, et chaque message réchauffait un peu plus son cœur. Bien qu'il n'ait jamais rencontré ses enfants en personne, savoir qu'il épanouissait le remplissait de joie. Il réalisa alors qu'il ne savait pas vraiment quel âge ils avaient. Curieux, il demanda à Julien, qui lui fit remarquer qu'ils étaient maintenant à un âge où ils pouvaient entrer dans le monde. Julien ajouta qu'il y avait même des enfants qui quittaient l'orphelinat plus tôt. La plupart des enfants qu'il avait personnellement ordonné de secourir étaient à peu près de cet âge. Cela surprit Antoine. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils grandissent si vite. Il les imagina même en adultes, revenant le remercier pour tout ce qu'il avait fait. Il réalisa soudain qu'il était peut-être temps de les laisser partir. En entendant cela, Julien se demanda : N'avez-vous pas délibérément gardé ces enfants fragiles ensemble ? Antoine répondit : Il n'y a plus de raison de les garder à l'orphelinat. Ils ont bien grandi, alors maintenant je dois penser à leur avenir. Antoine se dit : On s'est bien occupé d'eux, ce qui signifie qu'ils ne devraient pas éveillés en tant que péchés capitaux, donc maintenant ils devraient pouvoir se débrouiller seuls, n'est-ce pas ? Julien hocha la tête en accord, reconnaissant que puisqu'ils étaient tous en bonne santé, il était logique de les laisser libres. Antoine se souvint que dans le jeu Psychédélia, chaque combat de boss était accompagné d'une description vivante de son histoire à travers la narration. Juliette avait un talent pour la foi. Mathieu utilisait un talent pour Zithénie, épée. Amélie utilisait un talent pour les études. Camille était une guerrière née. Et Adrien avait un talent d'apôtre. Antoine croyait que si ses enfants exploitaient leur talent correctement et dans les bons domaines, ils s'en sortiraient bien en entrant dans le monde, alors il décida d'écrire à chacun une lettre personnelle. Et dans un moment d'autosatisfaction, il pensa que son plan était absolument brillant. En y pensant, il se dit qu'il devrait aussi préparer un cadeau spécial pour chacun d'eux. Il ne pouvait s'empêcher d'imaginer à quel point les enfants seraient ravis. Après avoir passé toute la journée à rédiger les lettres, il les termina enfin. Julien, dont la tâche était de lui tenir compagnie, était assoupi. Et dès qu'il se réveilla, il se précipita pour livrer les lettres. Et notre garçon leur fit un signe d'adieu. Le personnage principal se demanda s'il pourrait obtenir quelque chose en retour de ses enfants, une fois qu'il se serait fait un nom dans le monde. Il termina ses pensées en les encourageant tous à lire les lettres et à se lancer dans le monde. Cependant, contrairement à ses intentions, les enfants prirent ces lettres avec le plus grand sérieux, comme s'ils avaient reçu un ordre direct de leur seigneur. D'un ton grave, Juliette informa les autres que leurs ordres étaient arrivés, ajoutant que le Seigneur avait préparé quelque chose de spécial pour chacun d'eux. Tout le monde, il semble qu'ils aient beaucoup mûri. Quoi qu'il en soit, en voyant les enveloppes, leurs réactions furent très différentes. Mathieu resta froid et calme comme toujours. Camille ne put contenir son excitation et se mit à sauter de joie.
Et on nous montre les réactions des autres. Juliette rappela aux autres péchés capitaux qu'avant de commencer à lire, ils devraient tous prendre un moment pour lire les lettres précédentes qu'elle avait reçues du maître. Elle leur montra même la toute première lettre qu'il lui avait envoyée, qui, était qu'une salutation amicale et une plainte sur le fait que son frère l'utilisait comme siège. Mais Juliette l'interpréta différemment, déclarant que le personnage principal donnait en fait une cible à éliminer, et leur demandait de faire un rapport. Elle lut ensuite une autre lettre qui disait « Votre réponse m'a fait plaisir. Échangeons des nouvelles sur la vie quotidienne et la santé de l'orphelinat chaque mois. Prenez bien soin de cet endroit. Vous irez bien en restant ensemble. » Juliette dit alors aux autres que c'est ainsi que le Seigneur lui a confié la lune bleue, et qu'il les avait tous personnellement choisis. Matthieu souligna que le personnage principal faisait cela pour empêcher toute fuite d'informations, et Juliette le confirma, expliquant que c'est pourquoi ils devaient tous apprendre à déchiffrer ses ordres à travers les lettres et à les exécuter. Matthieu se demanda alors si le personnage principal s'inquiétait des fuites, ne serait-il pas préférable qu'il lui rende visite en personne, ou utilise un appareil de communication magique. Adrien acquiesça, disant que Matthieu avait raison, car les lettres étaient le plus grand risque en matière de fuite d'informations. Mais Juliette, avec un regard glacial, leur rappela qu'ils ne devaient jamais douter de la volonté du grand maître. Tout ce qu'ils avaient à faire était d'obéir aux ordres. Matthieu se sentit un peu intimidé par sa foi froide et inébranlable, et assura à Juliette qu'il avait compris. Pendant ce temps, Camille, d'un autre côté, était simplement heureuse de recevoir une lettre. Elle encouragea les autres à lire aussi les leurs, et alors que chacun ouvrait sa lettre respective, ils interprétèrent les messages à leur manière unique. Matthieu annonça que son ordre était de se rendre en Bretagne, la nation des chevaliers. Tandis que Camille mentionna qu'elle devait aller en Provence, située au milieu du désert. Adrien dit qu'il irait à Cannes, la ville du divertissement. Et Amélie fut assignée à Strasbourg, la ville labyrinthe. Puis il y eut Juliette, qui, en mode Yander complet, dit qu'elle irait à la Terre Sainte de Rosario. Juliette demanda ensuite si tout le monde savait ce qu'il devait faire une fois arrivé. Matthieu admit qu'il était pas tout à fait sûr pourquoi, mais son ordre était de devenir chevalier. Camille assura à tout le monde qu'on leur avait aussi dit de ne pas s'inquiéter, car le financement continuerait. Amélie intervint en disant que le maître avait révélé l'emplacement des cadeaux. Et Adrien ajouta que quels que soient ces cadeaux, il le découvrirait en arrivant là-bas. Juliette les félicita tous, et leur rappela de garder une chose importante à l'esprit. À moins que le grand maître n'en parle en premier, il ne devait jamais mentionner le nom de Lune Bleue. Et c'est ainsi que tous les péchés capitaux quittèrent l'orphelinat, prêts à commencer leurs missions respectives. 3 mois plus tard, au bureau du personnage principal, il est plongé dans des recherches sur la magie. Alors qu'il parcourait les livres à la recherche d'informations, il réalisa, comme il le craignait, qu'il n'y avait rien de nouveau sur les changements de la magie et ses étapes. Cela signifiait qu'il devrait tout découvrir par lui-même. Jetant un coup d'œil à Julien qui se tenait à proximité, il demanda comment progressait la recherche de celui qui avait tué son frère Léo. Julien répondit que la guilde de l'information n'avait encore rien découvert, laissant le personnage principal perdu dans ses pensées. Il ne pouvait se défaire du sentiment que l'effet papillon était devenu incontrôlable. Après tout, il avait sauvé les 5 péchés capitaux. Et même Léa, qui aurait dû mourir depuis longtemps, était non seulement en vie mais était aussi devenue duchesse, et elle étendait son influence dans le monde interlope à un rythme alarmant. Il ordonna alors à Julien d'arrêter l'enquête sur l'assassin de son frère. Quand Julien demanda s'il en était sûr, le personnage principal réfléchit que parfois, l'ignorance est une bénédiction. Dans le monde du jeu, il semblait que rien ne pouvait échapper au réseau de la guilde de l'information. Mais cette situation semblait étrange. Il craignait que ce genre de choses puisse conduire à des morts imprévues et dénuées de sens. Il en conclut finalement que tant qu'il n'interférait pas avec l'organisation qui avait tué son frère, il ne représenterait aucune menace pour lui. Il n'y avait aucune raison pour qu'ils attaquent, à moins qu'ils ne les approchent en premier, et il n'avait pas l'intention de le faire. Il dit donc à Julien qu'il était inutile de continuer la recherche, et Julien hocha la tête en accord, disant qu'il informerait la guilde de l'information d'arrêter l'enquête. Changeant de sujet, Julien partagea quelques nouvelles. Il semble que Matthieu vient d'être fait chevalier en Bretagne. Notre garçon, sachant parfaitement que cela allait arriver, se contenta de hausser les épaules. « Oh, c'est super! Avance rapide de 3 mois, et Julien a d'autres nouvelles. » Matthieu semble avoir formé un ordre de chevaliers à part entière. Mais une fois de plus, notre garçon haussa les épaules, se contentant de commenter le talent de Matthieu. Il demanda ensuite si cela signifiait que Matthieu avait au moins atteint le niveau de maître d'épée. Les compétences en escrime sont divisées en 3 niveaux. Épéiste, maître d'épée, et saint de la épée. Notre garçon pensa que cela ne faisait pas si longtemps que Matthieu avait été fait chevalier. Mais Julien souligna que tout le monde en parlait avec enthousiasme, déclarant que le monde verrait le 5e maître chevalier en 10 ans. Curieux, notre garçon demanda si ce sont ceux que l'on appelle les épées de Bretagne. Julien le confirma. En entendant cela, notre garçon ne put s'empêcher de ressentir une vague de fierté. 6 mois plus tard,
Une année entière était écoulée depuis que les 5 péchés capitaux avaient quitté l'orphelinat, et maintenant notre garçon s'installe dans ses responsabilités de comte. Soudain, Julien l'interpella avec de nouvelles. Mathieu était devenu un roi de l'aile, épée, faisant officiellement de lui le 5e maître chevalier du royaume. Notre garçon, stupéfait, laissa tomber son stylo de surprise. Il rappela à Julien que seuls les saints de l'aile, épée, peuvent atteindre le titre de maître chevalier. Le saint de l'aile, épée de Psychédélia, était un surhomme qui avait transcendé l'aura de l'aile, épée, et débloqué une capacité unique appelée compétence dérivée. Il demanda à nouveau à Julien avec insistance, lui demandant s'il était sûr que Mathieu était vraiment devenu un saint de ville, épée. Julien clarifia que, pour être précis, Mathieu était sur le point de le devenir. Il n'avait simplement pas encore développé sa compétence dérivée. Cependant, le royaume lui avait déjà accordé le titre de maître chevalier. Et pour couronner le tout, il avait remporté un duel contre la 4e épée. Julien ajouta que la Bretagne avait perdu un maître chevalier, face aux barbares du Nord. Antoine se souvint qu'ils étaient en guerre depuis plus de 10 ans. Julien dit alors qu'il faut environ 15 ans pour éveiller et contrôler l'aura, et la compétence dérivée peut prendre des décennies. Notre garçon murmura alors que la première épée, Renaud, n'avait que 32 ans lorsqu'il devint le plus jeune maître chevalier de l'histoire. Et tout cela se passait dans l'acte 3, de l'intrigue principale. Renaud était extrêmement puissant. Même avec son talent inné, il lui a fallu plus de 20 ans pour atteindre ce niveau. Maintenant, Mathieu, un enfant sans connaissance de l'épée, était déjà un maître chevalier. Notre garçon pensa que si Mathieu n'attendait que sa compétence dérivée, cela signifiait essentiellement qu'il pourrait bientôt surpasser Renaud. Antoine dit alors qu'il pourrait peut-être en tirer quelques avantages. Et Julien, comme d'habitude, hocha simplement la tête, comme si Six-Sec était la chose la plus normale au monde. Mais notre garçon écarta rapidement cette idée en disant qu'il ne pouvait pas faire ça. Et juste comme ça, Julien changea de ton, acquiesçant à ses paroles. Le personnage principal avait l'impression que Juliette était la seule à se soucier vraiment de lui. Une année était écoulée, et les seules lettres qu'il recevait venaient d'elle. Même en se déplaçant à travers la Terre Sainte, Juliette continuait de lui envoyer des nouvelles des autres péchés capitaux, ce qui montrait qu'ils restaient en contact. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de se sentir un peu déçu que ses enfants, bien qu'il n'aient jamais vu son visage, auraient au moins pu le remercier pour les cadeaux qu'il leur avait préparés à leur charopote époque. Il se sentit un peu triste mais se gifla pour se reconcentrer. Il se dit « Je devrais être reconnaissant qu'il ne se soit pas éveillé en tant que 5 péchés capitaux et n'ait pas détruit le royaume. » Il marmonna que tant que les enfants vivaient et mangeaient bien, Cité était suffisant. La scène se déplace maintenant vers Rennes, la capitale de la Bretagne. Quartier central, zone résidentielle de la haute noblesse, le grand manoir où réside l'ordre des chevaliers de l'aile, Éclipse. Alors que les chevaliers effectuaient leurs exercices d'entraînement quotidien, Mathieu observait d'en haut. Nous apprenons alors que Mathieu Macallian est maintenant le commandant de l'ordre des chevaliers de l'Emel, Éclipse, le plus jeune maître chevalier. Juste à ce moment-là, une femme leva les yeux et le surprit en train de la regarder depuis la fenêtre. Elle lui fit un joyeux signe de la main et l'appela son frère. En voyant cela, un sourire apparut sur son visage. Puis il toussa rapidement, et essaya de paraître sérieux. Il se dit, même après 1 an, j'ai encore honte en pensant à cette époque. Lorsque Mathieu a tout perdu à cause des créatures des ténèbres, il a été séparé de sa sœur, qu'il pensait avoir perdue pour toujours. Cette expérience l'a rempli d'une rage et d'une haine incontrôlables. C'est pendant cette période sombre qu'Antoine l'a sauvé. Mathieu expliqua que le simple fait d'être sauvé n'était pas suffisant pour qu'il prête allégeance immédiatement. Mais lorsque Juliette lui a promis une chance de se venger, il a décidé de suivre les ordres sous la lune bleue, ce qui l'a conduit à travers d'innombrables missions dangereuses et un entraînement rigoureux. En y repensant, Mathieu admit qu'il ne se souciait pas beaucoup de son propre bien-être. Pendant des années, il a accompli des tâches qui jetteraient les bases de la guerre contre les forces des ténèbres. Finalement, il a reçu son premier ordre personnel, mais pour être honnête, il était un peu sceptique à ce sujet, surtout avec la lettre. Dans la lettre, Antoine lui indiquait une petite auberge dans le sud de la Bretagne, mentionnant qu'il y avait laissé un cadeau pour lui. À ce moment-là, Mathieu n'était pas particulièrement enthousiasmé par le cadeau. Cependant, en entrant dans cette auberge, il fut absolument stupéfait. À l'intérieur de la lettre surprise de notre personnage principal se trouvait quelque chose de vraiment précieux. Le cadeau était sa famille perdue depuis longtemps, sa petite sœur qu'il pensait avoir perdue pour toujours. Alors qu'il serrait sa sœur dans ses bras, Mathieu réalisa que était un cadeau plus précieux que sa propre vie. Mathieu serra sa sœur dans ses bras, la voix tremblante alors qu'il essayait de parler à travers ses larmes. La sœur qu'il croyait morte était en vie. Submergé par la douleur et le soulagement, il la regarda et demanda ce qui s'arrossit ou était passé après leur séparation. Sylvie pleurait aussi en prenant la main de son frère, esquissant un léger sourire rassurant alors qu'il essuyait ses larmes. Un moment plus tard, ils étaient assis ensemble avec des tasses de thé. Une fois qu'elle était calmée, elle commença à expliquer. Après que ces gens l'aient emmenée,
Elle a été enfermée dans l'obscurité pendant une longue période. Les souvenirs refirent surface de manière vivace pendant qu'elle racontait. Elle décrivit être enfermée dans une cage noire, attendant le moment où elle serait sortie pour être tuée. Quand son tour arriva, quelqu'un d'une force terrifiante apparut. Cette personne lui prit la main et la tira vers la lumière, lui permettant de échapper et de survivre. Des années plus tard, alors qu'elle était sur le point d'être vendue à un marchand d'esclaves, une autre figure puissante la protégea. Un coup d'épée trancha ses assaillants, la sauvant une seconde fois. Cette personne était un mercenaire nommé Julien. Sylvie expliqua qu'après ces événements, elle avait reçu des médicaments précieux d'un bienfaiteur. Elle leva la lettre qu'elle avait reçue d'Antoine. La lettre disait « Ne t'inquiète pas, je continuerai à envoyer mon soutien. » Sous le nom de Marseille, elle était en sécurité. « Ne t'inquiète plus pour ton frère. » Sylvie rougit en déclarant qu'il était celui envers qui elle était vraiment reconnaissante. Cependant, Mathieu était abasourdi. Le choc se répandit sur son visage alors qu'il murmurait que la Grande Lune l'avait protégé sous son propre nom. Il ne pouvait pas comprendre comment la Grande Lune était au courant de leur situation. Il n'avait jamais parlé de sa famille à qui que ce soit. Et même Juliette avait seulement supposé qu'il avait été attaqué par le soleil noir. Il se serra les épaules en se demandant comment il savait. Au même moment, des souvenirs traversèrent l'esprit de Mathieu. Des moments impliquant Juliette, où elle l'avertissait que la Grande Lune savait tout. La confusion et le doute le tiraillaient comme des fils, se tissant ensemble en une seule tapisserie. Tout se mit soudainement en place. Il avait eu du mal à comprendre l'anxiété que Juliette manifestait chaque fois qu'elle parlait de la Grande Lune. L'anxiété dans sa voix, et son rappel répété qu'une épée ne devrait jamais agir seule, sans son maître. Mathieu réalisa alors que l'idiot, c'est que ça, était lui. La Grande Lune savait tout, et avait laissé des indices à l'enfant qui avait été forcé de survivre seul. Une seule larme coula sur son visage, alors que cette vérité le frappait enfin. Sylvie le sortit de ses pensées en l'appelant son frère. Avec un sourire, il lui caressa doucement la tête en se disant « Même si, en tant que ton épée, j'ai agi de mon propre chef, tu as dû être assez généreux pour l'ignorer. Pour quelqu'un comme moi, qui était plongé que dans la vengeance et la haine envers le soleil noir, la survie de ma famille est un cadeau incommensurable. » Mathieu regarda sa sœur. Son expression joyeuse portait le bonheur d'une réunion fraternelle, tout cela grâce à la Grande Lune. Mathieu se souvint des paroles de Juliette, disant qu'il comprendrait aussi pourquoi elle le suivait. Mathieu, avec une nouvelle détermination, pensa « Ce n'est pas seulement du fanatisme aveugle ou une foi aveugle. Je dois le remercier. Ma mission est de devenir le summum de la Bretagne, un saint de l'aile, épée, et de former une garde royale composée des plus grands épéistes. » Quelque temps plus tard, Mathieu se tenait sur un balcon, contemplant la lune. Un chevalier s'approcha et l'informa que le moment était venu. Mathieu s'avança et regarda l'ordre des chevaliers rassemblés. Il déclara que cette expédition deviendrait le premier jalon pour la éclipse. Les épreuves ne signifiaient rien pour lui. Il serra son épée envoûtante mais redoutable, et déclara qu'il attendait avec impatience le jour où il pourrait exprimer sa gratitude à la Grande Lune, avec une récompense qui lui plairait. Juste à ce moment-là, le ciel s'assombrit. Une éclipse se produisit, enveloppant le monde dans une étrange lueur crépusculaire, alors que Mathieu disait à ses chevaliers de faire leurs preuves sous la lune. Et c'est ainsi que l'ordre des chevaliers de l'aile, éclipse partit en expédition pour combattre les barbares et remporter la victoire. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, et que vous voulez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire.